10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et 1, 2, 3, 4. Maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop. Maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop. Pour les mélomanes avertis, fanatiques, amoureux des chiffres ou anti-numériques, pour les chanteurs du dimanche ou bien d'élite, nous vous offrons en musique un peu de maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop, maten pop, mamma maten pop. Nous voyagerons loin dans l'histoire, vers la Prusse, la Grèce antique, sur un simple clavier blanc et noir, sans crier gare, c'est mathé magique, mathé pop, mamma mathé pop, 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 maten pop. Yeah! Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à Maten Pop, spectacle itinérant, adaptatif. Alors itinérant, on comprend, hein, on essaie de parcourir un peu les routes de France, d'aller ici par là. Donc là, on est à la Reine Blanche, on est super heureux d'ouvrir les festivals des savants sur les planches avec donc un spectacle autour des maths et musique, un spectacle donc itinérant, adaptatif. Alors on s'adapte un petit peu. Alors, on a déjà fait une première séance cet après-midi avec les scolaires. C'était une belle expérience, hein. Ça change d'ambiance quand même. Et là, on a plutôt, je pense, les grands publics, mais on a aussi quelques scolaires, c'est possible? Combien vous êtes? Beaucoup. Ok, beaucoup. Bon, on verra. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est un spectacle qui va un petit peu vous amener parcourir un peu les rapports entre les mathématiques et la musique, hein, parce qu'il y a des liens entre les maths et la musique. Il y a des liens entre les maths et la musique. Alors là, c'est la question, point de départ. Est-ce que tout le monde est convaincu qu'il y a des liens entre les maths et la musique? Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens entre les maths et la musique? Alors, qui pense qu'il n'y a pas de lien entre les maths et la musique? Pas de lien. Alors, je ne vois rien, mais... Moi, Ah ouais. Vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre les maths et la musique? Non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la musique, c'est les maths, c'est du réseau. Enfin bon. Ok. Mesdames, Messieurs, Rémi, le remplaçant de Mirella. Mirella étant partie en Italie en voyage, donc voilà, son frère Rémi a bien pensé d'être ici ce soir avec nous pour Maten Pop, les spectacles mathématiques et musique. Donc, vous ne croyez pas qu'il y a des liens entre les maths et la musique? Vous aimez bien la musique, en fait. Pour vous, il n'y a que la musique. Ah oui? Oui, j'adore la musique depuis que je suis enfant. J'aime ça. Désolé, dottore, mais je ne savais pas. Maths et musique, c'est vrai, je découvre un peu remplaçant. Voilà. Mais je me souviens, ma mère... Elle disait, venez nous m'aider, les enfants, tout ça, avec ma sœur, on était musique. Il fallait l'aider à nettoyer, etc. On disait, on ne sait pas nettoyer. Mais Rémi, Mirella, c'est un sol si facile à cirer. Et nous, non, on disait, non, on ne sait pas, voilà. Ok. J'aime la musique. Très bien. Donc, les maths et la musique, on va essayer un peu de faire un petit tour dans les rapports mathématiques et musique. Donc,
pour savoir ce que pense le monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'on a fait? Un micro-trottoir. Vous savez, vous connaissez les principes. Avec un micro, on va poser la question à monsieur tout le monde, madame tout le monde. Donc, si je vous dis mathématiques et musique, qu'est-ce que vous répondez? Je vous réponds partition. Partition. Donc vous avez un nombre de lignes, un nombre de notes. Donc forcément les nombres ont une résonance particulière dans l'univers musical. Je pense qu'il y a un lien. Même si je ne le vois pas, je pense qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique. Ouais. Dans l'écriture, je te dis, dans la manière de... les sons, les gens, quand ils les imaginent dans leur tête... Beethoven, il paraît qu'il était sourd, donc il devait les imaginer, les conceptualiser à l'intérieur de sa tête, quoi. Je pense batterie. Le rythme de la batterie, c'est une répétition, un peu comme des chiffres qui se suivent, encore et encore et encore et encore. Et la basse aussi. Donc oui, pour moi la musique, c'est forcément des mathématiques. Bah, c'est lié, oui. Enfin, c'est lié, l'un ne va pas sans l'autre, et je dirais vice-versa. Même si je pense que les maths ne peuvent pas expliquer le supplément d'âme qu'il peut y avoir dans la musique. La musique peut te faire pleurer, la musique peut te transcender. Alors je sais pas si ça va jusqu'aux mathématiques, ça, toi, c'est des mathématiques, ça. Mais en tout cas, la musique, elle agit sur les gens. Ah, ça, c'est depuis la nuit des temps, quoi. Ah oui, 100%. Là, 100%, mathématiques et musique sont liées depuis la nuit des temps. Alors, si on veut faire un petit peu l'histoire, parce que là, c'est bien de poser des jalons historiques sur l'évolution des rapports mathématiques-musique. Alors, il faut se positionner. Là, on est en Occident, donc on va remonter aux sources en fait de la pensée philosophique occidentale, avec donc les maths qui sont liées à la philosophie. J'ai entendu déjà un nom tout à l'heure. C'était vous, hein? Pythagore, ouais. Pythagore, tout commence par Pythagore. Si on veut vraiment être au tout début, voilà, c'est Pythagore, qu'on peut bien le montrer, si vous voulez bien, Rémi. Regardez, donc c'est pas les Pères Noël. Oui, j'aurais dit ça, on moi. peut le confondre un petit peu avec sa sacoche, avec les cadeaux, mais bon, on voit bien les triangles, le triangle rectangle avec les célèbres théorèmes qui portent son nom. Mais au-delà de faire des maths, Pythagore est peut-être le premier qui a montré qu'il y a un lien étroit entre la longueur. Vous le voyez là? C'est un instrument, c'est une sorte de guitare avec une seule corde. C'est le monocorde. Excusez-moi, docteur, mais on ne dit pas ça en France. Non, on ne dit pas le monocorde? Non, on ne dit pas le mot. Les mots dans un théâtre, on ne le dit pas. Corde. Non, D'accord, ça, on dit pas. c'est interdit. Voilà, Okay. c'est interdit. Donc, monoficelle? La monoficelle? Voilà. Pythagore, inventeur de la monoficelle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que si on prend une certaine ficelle, une ficelle d'une certaine longueur, en fait, il y a un lien entre la longueur de la ficelle et la note qu'on perçoit quand on va frotter la ficelle. Alors, c'est bien de faire des maths, c'est bien de parler des maths, mais il faut démontrer aussi les choses. Donc, Rémi, vous êtes là pour aussi montrer à tout le monde qu'en fait, on peut prendre une ficelle d'une certaine longueur, la voilà, la ficelle des Pythagore, et on a compris, merci. Donc, on va faire écouter les sons de cette ficelle, juste pour voir les sons qu'elle fait. Donc, allez, on se concentre. 1, 2, 3, et c'est parti. Voilà, un La diapason 440. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu souvent les La diapason 440 quand on s'accorde à l'orchestre. En fait, voilà, on utilise ces notes-là. Les notes, en fait, ça exprime la fréquence en fait, de la note perçue en hertz, les physiciens diraient. Donc, le nombre de vibrations par seconde. Vous avez fait vibrer la corde 440 fois par seconde, sans le savoir. Ouais, 440 fois. Ça fait un La. Donc, Pythagore, en fait, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'en fait, si on prend la ficelle et on la coupe en moitié, donc d'abord, il faut couper la ficelle à moitié. Prenez la moitié de la ficelle, allez. Voilà, la moitié. Et là, on va frotter la ficelle, on va entendre le son. 1, 2, 3 et... En fait, on avait un La, 440, et là, on a un nouveau. Et c'est même un La qui anticipe la ficelle, c'est incroyable. 880,
vibrations par seconde. En fait, vous avez entendu le même son, le La, juste à une octave de différence. En fait, la moitié de la ficelle, c'est l'octave en musique. Donc en fait, vous voyez, il y a un rapport entre la longueur, plus la corde est courte, plus le son est aigu. Une relation de proportionnalité inverse. Alors, Pythagore ne s'arrête pas à la moitié de la ficelle. Il prend quand même la ficelle, la divise en 3 parties et prend 2 sur 3. Donc il faut prendre la ficelle à l'origine, on la divise en 3 parties, on prend 2 sur 3. Voilà, là, comme ça. Et on va entendre le son. Ah, c'est un Mi. On avait un La, Si, Do, Ré, Mi. Ré, Mi, la quinte. La quinte, c'est cet intervalle qui correspond à 2/3 de la ficelle. Alors la quinte, super connue. En musique, je pense que les adultes comme les enfants. Voilà une chanson qui est faite que de quinte. Presque. Si, Mi, Si, Do, Ré, Mi, carte. Là, on a un autre intervalle, vous avez entendu à la fin. Comment on construit la carte? Si la quinte, on divise par 3, on prend 2/3. La carte, on divise par 4. Oh, bravo! Et on prend 3/4. Allez, de plus en plus difficile. Alors là, on divise par 4, on prend 3/4. Et on va bien vérifier. On avait un La. Et donc maintenant, on a un Ré. La, Si, Do, Ré. Voilà l'intervalle des cartes qui est, par exemple, ou bien... Je suis ton père. Ok, voilà l'intervalle des cartes. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a découvert avec Pythagore? La longueur de l'accord, la carte, quand on la divise, on prend 3 sur 4, la quinte, quand on fait 2 sur 3, donc 1, 4, 5. 1, 4, 5, en fait, en musique, ce sont des degrés très importants. On se prend dans une tonalité, on se met là, le premier degré, le quatrième, et encore le premier, et après le quatrième, et encore le premier, et les cinquièmes, et les quatrièmes, et les premiers. Pythagore a inventé le blues. Oh, j'ai le blues de Pythagore dans la peau. Oh, j'ai le blues de Pythagore dans la peau. Dans la peau. 1, 4, 5 et pas plus. Mais comme subito. Oh, j'ai le blues de Pythagore dans la peau. Et les 12 degrés, je n'ai besoin que des plus beaux. 1, 4, 5 et pas plus. Back home et dodo. Yeah. Pythagore, inventeur du blues. Voilà, les scoops de la soirée. Là, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai découvert que Pythagore a inventé les blues. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus, mais toujours est-il, voilà, ces rapports, vous avez vu, on peut diviser la ficelle à un nombre quelconque des parties, en fait. Donc, en fait, on peut s'amuser et retrouver tous les intervalles en musique. Et donc, toutes les notes de musique, on peut construire comme ça les gammes pythagoriciennes, simplement avec des rapports, des nombres entiers. Alors, Pythagore aimait bien les fractions, et donc, en fait, tout s'exprime à part des fractions. Il détestait les nombres irrationnels, genre racine carrée de 2, ça fait vraiment un problème quand les mathématiciens ont découvert la racine carrée de 2. Et voilà, donc là, c'est déjà un premier
un premier point essentiel, hein, c'est ces rapports entre les fractions et les... Oui, Rémi? Rémi, on est au théâtre de la Reine Blanche, ici, à part... Non, on est là pour parler des... je savais que Mirella, c'était quand même un autre. Il y a quelqu'un qui vient d'amener quelque chose. C'est une clé, C'est une clé, c'est une je clé USB. Attendez, C'est- ce qui est là. CNRS, c'est Centre National de la Recherche Scientifique, c'est mon employeur. C'est bon, ouais. Et qu'est-ce que je fais alors? Bah, Ouais, une c'est clé, un message. qu'est-ce qu'on fait avec une clé C'est un des enfants? message. Bah, on va voir. Bonjour Moreno, je suis Antoine Petit, le président directeur général du CNRS. Ah ouais. Et comme tu le sais, moi je suis informaticien avec une formation d'origine de matheux. Et donc j'ai une question à te poser sur les liens entre maths et musique. Et finalement, c'est quoi le lien entre la musique et le calcul combinatoire? Et qu'est-ce que tu penses de la citation de Leibniz qui a dit que la musique, c'était un calcul secret que l'âme faisait à son insu? Pas facile, hein? Bon, merci. Merci le président directeur général du CNRS pour cette question. Et effectivement, c'est pas facile. Je sais pas moi. Non, mais alors, réfléchissons. Le calcul combinatoire, c'est quoi la combinatoire? La combine. Non, on combine pas. Oui, on combine d'une certaine façon. Voilà, c'est des combines d'éléments. Hein. La combinatoire, en fait, c'est l'art d'y combiner des nombres plutôt que, je sais pas, les Rubik's Cube. Hein, ça vous parle, hein, le Rubik's Cube? Plein de possibilités. Essayez de résoudre les Rubik's Cube au hasard. En tournant, ça ne marche pas. Il y a plein de formules, il y a plein de possibilités. Justement, la combinatoire est très élevée. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, hein, comme Antoine Petit l'a rappelé, Leibniz écrivait à des amis mathématiciens, c'était Goldbach, hein, dans ses correspondances. On trouve cette phrase, hein, la musique est quelque part ouais, le calcul d'arithmétique cachée que l'âme fait à son insu, sans savoir qu'en fait, elle est en train de compter. Et alors, si on veut remonter aux sources de la combinatoire, ben, vous savez qui a inventé la combinatoire? En fait, ce n'est pas un mathématicien, oui, presque. En fait, c'est un théoricien de la musique. La combinatoire naît avec un monsieur en fait, qui voulait calculer toutes les mélodies possibles. Alors déjà, hein, on est au XVIIe siècle, en fait, on veut savoir combien de mélodies on peut faire, hein, histoire de les mettre de côté, peut-être faire des tubes un jour. Donc, en fait, ces messieurs que vous voyez là, hein, dans ces visuels, voilà, donc en fait, à l'époque, ils sifflaient des mélodies, ils voulaient calculer toutes les mélodies possibles. Bon, il y a aussi des planètes. Hein, on est à l'époque du quadrivium, donc la musique a sa place à côté de la géométrie, de l'arithmétique et de l'astronomie. Hein, c'est les quadriviums, ça veut dire les quatre disciplines fondamentales. Donc la musique est bien positionnée parmi les sciences. Donc l'invention de la combinatoire a l'idée de représenter toutes les notes, les 12 notes, do, do, dièse, ré, ré, dièse, mi, fa, etc., dans un cadran d'horloge. Et donc, faites cette représentation, c'est vraiment le début du calcul. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Tout à l'heure, on a fait des intervalles. Des intervalles, c'est juste des segments à l'intérieur de cette représentation. Mais il y en a, voilà, ça c'est pour les mathématiciens dans la salle, c'est le graphe complet de tous les intervalles qu'on peut trouver hein, à l'intérieur d'une octave hein, musique. Et alors, vous savez comment il s'appelle, ce monsieur? Moi, je ne sais pas. Pourquoi je devrais savoir? Bah, je ne sais pas. Normalement, vous devriez savoir, ouais. Vous devriez savoir. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien. Michael Lonsdal. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Allez. Non, c'est pas Rameau. C'est pas Rameau. Non, c'est pas Antoine Petit non plus. Voilà, donc c'est Marin Mersenne. Mersenne? Ah, je connais. Ah, ça, vous connaissez maintenant. Bah, Mersenne. Attendez, tout le monde connaît d'ailleurs, il y a une chanson. Il y a une chanson très célèbre, mais oui, attendez. La chanson de Mersenne. Alors maintenant, il y a la chanson. Je ne veux pas me mettre ridicule, c'est ça. Ah, mais oui, Mersenne. Vous connaissez? Mais Mersenne, mais bien sûr. Mais oui.
c'est ça. Mersenne, terre qui fonda la combinatoire. Tu n'as mérité que l'on chante un air qui soit tout à ta gloire. Mersenne, terre de l'harmonie universelle. Tu vois ton nom déclenche, c'est une chanson à la reine blanche. Mersenne, 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 le père de la combinatoire. Voilà. C'était pas Roxane, c'était... c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je me suis trompé, oui. Ouais, ok. Donc, Mersenne, effectivement, hein, donc, cette représentation, alors, on aimerait bien vous la montrer un petit peu plus en détail, aussi pour vous convaincre qu'effectivement, quand on compare tout au niveau de l'octave, eh bien, on a toute une combinatoire qui se dégage et même une géométrie pour représenter les structures musicales. Alors, cher Rémi, voulez-vous bien changer de bureau et passer, en fait, à cet cercle que vous voyez ici, la représentation circulaire. Alors déjà, est-ce qu'on peut jouer toutes les notes, une après l'autre, voilà, à partir du Do, histoire qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Alors un Do dièse, un Ré dièse, ou Mi bémol, un Mi, un Fa dièse ou Sol bémol, Sol dièse, La dièse, Si, Do, et après on continue, vous voyez. En fait, voilà. Le cercle arrive à compacter tout ce qu'il y a dans un piano bien plus grand de celui que Rémi est en train de jouer, mais avec l'idée du coup qu'on retrouve les 12 notes. Alors la propriété d'une harmonie nous dit que Do dièse est égal à Ré bémol, mais ça, voilà, au piano, quand on se met, c'est la même touche. Alors ensuite, on peut jouer plusieurs notes en même temps. On peut jouer des accords. Par exemple, allons-y avec un accord majeur. C'est l'accord qu'on trouve... dans les chansons, dans la musique, avec une tonalité majeure. Alors, un accord majeur, c'est l'accord que vous chantez, que vous utilisez quand il y a une fête d'anniversaire. Alors, je suis sûr, d'un point de vue statistique, il y a au moins une personne dans la salle qui fête son anniversaire aujourd'hui. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Ou hier? Ah, il y a quelqu'un? Ouais? Quel est votre nom? Alors? Pardon? Lina? Lina, c'est ça? Ok. Est-ce que ça vous dit de chanter Joyeux anniversaire à Lina? Tous ensemble? Allez, on y va! Un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lina. Joyeux anniversaire. Voilà, on a utilisé, bravo Lina, voilà. En fait, alors, pourquoi on a fait ce petit jeu? C'est parce qu'on a utilisé l'accord majeur. Regardez, l'accord majeur, Do, Mi, Sol, la tonalité, c'était ça. Joyeux, etc. Alors, c'était trop bas, peut-être. Il fallait transposer. Eh bien, là, on peut faire un Ré majeur. Un Ré majeur, Ré, Fa dièse, La. Donc, on a changé de tonalité. On peut chanter Joyeux anniversaire dans une autre tonalité. On reconnaît qu'il s'agit de la même mélodie. Donc, quel est le rapport entre Do majeur de tout à l'heure, le premier triangle, et le Ré majeur, selon vous? Comment est-ce qu'on passe de Do majeur à Ré majeur? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Regardez bien. On est dans les cercles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite rotation, exactement. Donc, en fait, faire une rotation dans les cercles, ça correspond à ce que les musiciens appellent une transposition. Transposer un morceau dans plusieurs tonalités, c'est exactement ça. Alors, donc ça, c'est un exemple. Mais en fait, on peut dessiner et jouer n'importe quel accord, c'est-à-dire plusieurs notes en même temps. Par exemple,
On peut essayer de dessiner des carrés. Donc, un carré, c'est quoi? Ah, attendez. Un carré, c'est quoi? Quadrilatère avec 4 côtés égaux. Et aussi 4 angles droits. Ouais, très bien, c'est vrai, c'est une belle propriété. Mais bon, quand on a 4 côtés pareils, on a forcément aussi les angles droits. Et alors, si on est dans les cercles, ouais, si on est dans les cercles, eh bien évidemment aussi. Après, on peut trouver d'autres géométries, hein, mais là, dans les cercles, en fait, du coup, 12 divisé par 4, ça fait. Donc, à partir de midi ou minuit, en fait, on va bouger à pas des 3. Donc, on est à midi. Allez, 0, midi, 3 heures de l'après-midi, 3 et 3, 6 heures du soir. Voilà, 6 et 3, 9. Hein, là, c'est presque l'heure d'aller se coucher. Et 9 et 3, on est à minuit, c'est comme midi, hein, parce qu'on est dans un cercle divisé en 12 parties. Vous voyez? Voilà un carré penché, hein, comme diraient certains. Et un accord, en fait, qui a une certaine sonorité, on peut les jouer, on peut l'entendre. Un accord diminué. Hein, vous voyez, en fait, voilà, on est dans une atmosphère bien différente de l'accord des joyeux anniversaires de tout à l'heure. Hein, donc, c'est plutôt des accords qui ont un peu des tensions, hein, qui créent une atmosphère d'attente. Okay? Mais voilà, on peut même faire des triangles équilatéraux, hein, pourquoi pas? Donc Do, Mi, Sol, dièse. Donc équilatéraux, donc pareil, hein, 3 côtés, 12 divisé par 3. Vous voyez, donc on bouge à pas des 4, midi, 4 heures de l'après-midi, 8 heures du soir, et voilà une jolie figure qui a une autre sonorité, toujours un peu dissonante. Alors, Rémi, c'est votre moment. Je sais, vous aimez la musique, voilà, on l'a bien compris. Allez-y, jouez. Ah bon, les claviers, c'est 2 octaves, hein, donc on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut faire des accords hein, pour voir qu'est-ce que ça fait. Allez-y, libérez-vous. Si, c'est beau ça. Oh, très joli. Magnifique. Hein, vous appréciez ces mélodies, ces harmonies, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est les côtés... Hein, représentation géométrique et les symétries qu'on peut trouver dans toutes ces configurations, ou l'absence de symétrie d'ailleurs. Voilà, très bien. Tout à l'heure, on a chanté « Joyeux anniversaire », mais alors, c'était l'accord majeur. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je vais à une fête d'anniversaire et je vais chanter « Un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». C'est le dernier. Joyeux anniversaire. Le dernier anniversaire, oui. Joyeux anniversaire. Donc, l'accord mineur, en fait, on a beau essayer de faire des rotations de l'accord majeur. Est-ce qu'on peut le voir, l'accord mineur? Comment est-ce qu'il est fait? La mineur, par exemple. La, do, mi. Vous voyez? Ça, c'est la forme de l'accord mineur. Il ressemble quand même un petit peu à l'accord majeur de tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais, alors, s'il y a quelqu'un qui a fait un peu de musique dans la salle, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a étudié un petit peu? Ouais, je vois pas mal de... Alors, vous savez, hein, si vous prenez une partition dans laquelle il y a 0 dièse et 0 bémol à la clé, on est dans quelle tonalité? Avec 0 dièse et 0 bémol. On est, bravo, soit en Do majeur, soit en La mineur. On appelle ça la relative mineure. OK? Donc en fait, Do majeur et La mineur, ce sont 2 accords liés. Hein? Et comment est-ce qu'ils sont liés? On ne peut pas faire des rotations. Mais regardez mes mains. Imaginons que, voilà, ça c'est l'accord majeur. Et ça c'est l'accord mineur. Est-ce que j'arrive à faire des rotations pour superposer la main gauche dans la main droite? Non. Je dois faire une symétrie. Exactement. Et c'est la symétrie. Hein, si on met les 2 accords en même temps, Do majeur et La mineur, regardez, ensemble, hein, on superpose et vous voyez que la figure, elle a une jolie symétrie. Hein, la symétrie du diamètre qui passe par le Ré. Et ça, c'est la symétrie du Ré. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une propriété très importante, en fait, pour... voilà, c'est le Ré, l'axe de symétrie. D'ailleurs, essayez tout à l'heure de regarder le piano, comme il est fait, et vous verrez que toutes les touches, en fait, du piano se disposent de façon symétrique par rapport au Ré.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Hein? Le Ré, c'est la touche blanche, et autour il y a le noir, blanche, blanche, noir, blanche, blanche, et on continue à droite et à gauche, et on a la symétrie du Ré. Bien, voilà, très bien. Donc là, je pense qu'on a compris. Donc on peut peut-être revenir à changer de bureau pour vous montrer une autre représentation. Alors, au lieu du cercle, en fait, on peut représenter exactement les mêmes symétries, les axes de symétrie majeurs et mineurs, dans les plans. Alors, comment on fait? On va voir. Donc, on part de notre cercle avec un accord. Prenons l'accord majeur. Maintenant, on le connaît. Do, mi, sol. Voilà l'accord majeur. C'est un triangle inscrit dans le cercle. On va faire une petite opération d'abstraction. En fait, on le libère du cercle et on le place au milieu de l'espace. Vous voyez? Donc, il est là. Très bien. À gauche, vous voyez la représentation circulaire. Alors, déjà, ce qu'on a vu, c'est Do majeur, La mineur. Voilà une première symétrie. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Do, Mi, Sol, Do, Mi, La? Vous voyez, il y a 2 notes sur 3 qui ne changent pas. Mais en fait, un triangle avec 2 notes qui ne changent pas, c'est comme dire un côté. Donc là, on peut coller à l'accord majeur l'accord mineur, de La mineur, c'est-à-dire un triangle, vous voyez, qui a un côté en commun. Il y a juste une note qui change. Mais on aurait pu faire, au lieu des Do majeurs, en fait, on aurait pu faire Do, Mi, Sol, Do, Mi bémol, Sol. Vous voyez, il y a toujours 2 notes qui ne changent pas, c'est une note qui change. Donc, voyons le deuxième accord mineur qui arrive et qui se colle au centre du triangle. Vous voyez. Et donc, petit à petit, troisième et dernière possibilité, Do majeur, Mi mineur. Donc, Do, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. Vous voyez, Mi, Sol, ça reste invarié. Et c'est les Do qui changent. Et voyons ce qui se passe. C'est la troisième possibilité. On a un accord majeur entouré par 3 accords mineurs. Et on répète les procédés. Pour chaque accord mineur, on l'entoure de 3 accords majeurs qui partagent un côté, c'est-à-dire 2 notes. Et on se retrouve, on peut continuer l'animation, on se retrouve avec, en fait, voilà, la triangulation du plan. C'est-à-dire on a rempli, on a pris les plans avec des triangles. Alors sachez que chaque triangle, c'est un accord. C'est un accord majeur ou un accord mineur. D'ailleurs, on peut vraiment l'indiquer, c'est-à-dire qu'on peut mettre, voilà, on peut, et ça, on va le voir tout de suite, en fait, on peut construire d'autres sortes de, on appelle ça un pavage. Les pavages triangulaires, c'est ce qu'on vient de voir. Et alors, la chose intéressante, pareil, comme l'invention de la combinatoire, c'était Marin Mersenne, ici, on est un siècle plus tard avec Léonard Euler qui invente une autre branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des graphes. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut savoir que les mathématiciens à l'époque, ils avaient des problèmes, comment dire, des fondamentaux à résoudre. Vous voyez, il y a une ville, Königsberg, en haut, qui est représentée avec tous les ponts et avec la rivière qui passe à l'intérieur de la ville. Et les problèmes des mathématiciens, c'était est-ce qu'on peut trouver un parcours qui passe une seule fois par tous les ponts et revient au point de départ? Problème fondamental, ça vous montre que c'est comme ça en fait, que les mathématiques procèdent. Et Euler montre qu'en fait, ce n'est pas possible. Et pour le démontrer, il invente la théorie des graphes. Alors, il faut savoir que la théorie des graphes, c'est à la base des réseaux, Internet, les connexions entre les points, les flèches, etc. Tout ça, c'est des graphes. Et c'est Euler, en fait, qui va réfléchir à partir de ces problèmes et avec l'idée d'utiliser encore la musique comme un espace. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez plus le cercle de Mersenne, vous avez en fait le plan. C'est dans le plan que Euler dispose toutes les notes de musique. Alors il faut savoir, ça c'est la notation allemande. H, ça veut dire si, et B, ça veut dire si bémol. Mais vous avez aussi un échiquier. Un échiquier, là on va revenir sur l'échiquier à gauche, parce que c'est aussi les problèmes, à l'époque où les mathématiciens travaillaient sur un autre problème similaire, le problème du cavalier de l'échiquier. Le cavalier avec son mouvement à elle, en fait, a la propriété qu'à partir d'une case de l'échiquier, eh bien, il peut parcourir toutes les cases et revenir au point de départ sans passer 2 fois par la même case. Alors les mathématiciens arabes savaient déjà ça, avaient déjà calculé des possibilités, mais ils n'avaient pas démontré toutes les mathématiques qui sont cachées, et Euler, c'est lui qui démontre, avec donc, du coup, en s'appuyant aussi sur ce type de représentation musicale, géométrique de la musique. Alors là, vous avez 2 personnages, en fait, qui
qui vont nous accompagner un petit peu, hein, parce que vous avez l'araignée qui tisse la toile et l'abeille. Pourquoi l'abeille? Parce qu'en fait, les deux sont en train de danser sur un pavage hexagonal, un nid d'abeille. Alors, pourquoi un nid d'abeille? Parce qu'en fait, c'est facile de passer d'un pavage triangulaire à un pavage hexagonal. Il suffit de se rappeler qu'un triangle, ça correspond à un accord. Et donc, en fait, on va avoir l'animation qui nous montre avec plein de triangles, en fait, qu'on peut remplacer chaque triangle par un point et ensuite connecter, en fait, tous les points. Regardez, les barycentres des triangles, on les connecte et on obtient automatiquement un pavage à nid d'abeille. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle la dualité entre les pavages triangulaires et les pavages hexagonaux. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est que quand on vient en musique et on a plusieurs accords, majeurs et mineurs qui s'enchaînent, eh bien, on peut les voir en fait comme une trajectoire dans les nids d'abeilles. Okay? Une trajectoire, un parcours, une promenade dans les nids d'abeilles. Alors, pour vous illustrer cette propriété, on a choisi une chanson d'un chanteur italien, Paolo Conte, qui est une jolie chanson, parce qu'en fait, vous verrez, il y a 4 accords qui sont utilisés, et après, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on vous propose de découvrir ensemble le nid d'abeilles en musique avec Sotto le stelle del jazz, sous les étoiles du jazz, une chanson de Paolo Conte. Et on y va. Tout autour du nid d'abeilles, il y a 4 accords en veille, et l'araignée qui tisse sa toile. Oh, tout autour du nid d'abeilles, oh, tous les accords comme des soleils, et l'araignée qui tisse sa toile. Oh, si tu voyages comme une abeille, oh, tous les accords restent pareils, de symétrie en farandole. Wa, 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 chemine au long de l'Anatole. Oh, tout autour du nid d'abeilles, modulation. Égale transposition. Égale aussi translation. Et retour à la maison. Oh, sotto le stelle del jazz. Oh, un uomo scimmia cammina. O forse balla, chissà. Tu da du te, tu da da. Oh, 2000 enigmi nel jazz. Oh, non si capisce il motivo. Oh, nel tempo fatto di attimi. Wow, 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 wow. E settimane enigmistiche. Oh, sotto la luna del jazz.
Da do da do da do da. I whisper, I love you. I whisper, I love you. Ooh, yes, sir. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci à Paolo Conte qui nous a fait l'honneur, le métier de pouvoir utiliser cette chanson pour décrire, vous avez vu, 4 accords, une anatole, une petite boucle harmonique qui se déplace. Quand on module, on se déplace. Donc là, on voit bien à quoi ça peut servir, ce type d'espace, en fait, pour représenter les chansons. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut commencer à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut, nous, faire des chansons, créer des chansons? Est-ce qu'on arrive, par exemple, à faire le jeu du cavalier, de faire les tours de l'échiquier musical une seule fois, en passant par tous les accords, et revenir au point de départ, sans passer 2 fois par le même accord? Voilà un défi Ouimupian. L'Umupo, c'est un peu comme l'Ulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle. On crée avec les contraintes, et là, on peut créer musicalement avec des contraintes. Et la contrainte, c'est respecter cette propriété du cavalier, par exemple, dans l'échiquier. Alors, ça c'est une possibilité qui s'ouvre à ceux qui veulent explorer cette technique de composition pour créer des chansons qui ont... Alors, combien d'accords on va voir si on a tous les accords majeurs et tous les accords mineurs, alors combien d'accords majeurs on a 12. 12, parce qu'en fait, on a un accord majeur pour chaque note, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, donc 12 accords majeurs. Et combien d'accords majeurs mineurs on a 12, parce que chaque accord majeur a son symétrique mineur. Voyez, donc en fait, ça fait 24 accords. Ça fait une chanson avec 24 accords. Voilà, c'est ça un peu le défi. Alors, pour faire ça, on vous montre un petit exemple. Alors, si on arrive à faire ça, on fait ce qu'on appelle une chanson hamiltonienne. Hamilton, c'est en fait, on a les noms en fait indiquent cette propriété qu'on a dans les graphes, en fait, d'avoir un parcours qui passe par tous les nœuds d'un graphe et revient au point de départ. Donc un cycle hamiltonien, c'est ça. Donc en fait, on peut penser le problème du cavalier, de l'échiquier, comme si on modélise l'échiquier comme un graphe, en fait, c'est exactement un cycle hamiltonien, un des milliers et milliers de cycles possibles. Alors, en musique, c'est un peu pareil. Alors, pour faire une musique, il faut des idées harmoniques. Alors ça peut venir en fait des parcours dans l'échiquier musical. Il faut construire des mélodies sous cette harmonie. Il faut aussi des paroles. Alors, pour vous les illustrer, une chanson hamiltonienne. Alors, moi j'aime beaucoup la tradition française de la chanson à texte à partir de poèmes. Donc c'est une chanson. Pensez à Brassens, Léo Ferré. Jean Ferrat, en fait, voilà, c'est vraiment une tradition, pas que française, parce qu'en Italie, on a aussi, d'où je viens, en fait, il y a aussi pas mal des compositeurs, des chansonniers, des chanteurs des musiciens qui ont mis en chanson des textes poétiques. Alors voilà, ça va jusqu'à nos jours. Donc il y a, même aujourd'hui, il y a des musiciens, je pense qu'il y a même un musicien dans la salle, dont je ne dévoilerai pas l'identité, qui a mis il y a quelques années un chanson, en fait un texte de Baudelaire, en utilisant même une stratégie, un artifice, l'autotune, mais de façon tellement poétique. Donc recueillement, si vous voulez l'écouter, vous le trouvez dans l'album Morte prématurée d'un chanteur populaire. Force, dans la force de l'âge. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis parti d'un poète italien, Mario Luzzi, qui a écrit une jolie poésie qui s'intitule La sera non è più la tua canzone, le soir, ce n'est plus ta chanson, et c'est ça que je vous propose d'écouter. Donc, cette chanson hamiltonienne qui utilise des parcours qui passent par tous les accords. Alors, rassurez-vous, au début, c'est une chanson avec juste 4 accords. On est un peu vraiment dans l'atmosphère, un peu de Paolo Conte de tout à l'heure. Mais après, à partir d'un certain point, vous verrez, c'est dessiné dans cet espace
que je n'ai pas dit, hein, ça s'appelle les tonnets, les réseaux des notes. Hein, et on va voir se dessiner la trajectoire du cycle hamiltonien qui permet d'avoir cette chanson. Donc, allez, on vous propose une balade hamiltonienne avec, en compagnie donc, de Mario Luzzi. La sera non è più la tua canzone. La sera non è più la tua canzone, e questa roccia d'ombra traforata, dai lumi e dalle voci senza fine, la quiete d'una cosa già pensata. Ah, questa luce viva e chiara viene solo da te, sei tu così vicino. Una cosa conosciuta, per nome una parola che è passata, nel ritmo del cuore si è perduta. La vita riposi dal viaggio sei tornata dentro di te, sei scesa in questa pura sostanza così tua, si rompe come un'arida montagna dove vaga il tuo spirito e si perde. Vento raro scivola e ristagna, l'aria tace, tempo dietro a te, si leva come un'arida montagna dove vaga il tuo spirito e si perde. Vento raro scivola e ristagna. Et voilà, chanson hamiltonienne sur un texte du poète italien Mario Luzzi. Vous avez vu, en fait. Et sur vraiment... une musique de Moreno Andreatta. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant quand on fait des mathématiques,
attends, c'est pas dans l'ordre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, voilà, on peut calculer en fait tous ces cycles, hein, tous ces cycles newtoniens. Hein, il y en a 124, hein, donc il y en a un certain nombre. Hein, et donc là, on peut travailler, on peut essayer de faire des chansons, on peut même essayer de convaincre des vrais musiciens, des musiciens professionnels à peut-être écrire des tubes. Non, encore. Non, c'est encore un message. Je pense que c'est la même personne. Hein. Ouais, c'est le même CNRS. Peut-être qu'il n'est pas content. Peut-être qu'il n'est pas content. Bon, allons-y. On y va. On y va. Écoutons. Moreno, Ah ouais. c'est encore moi. Ah ouais. Après la première question facile, Ouais. quand même, Ah, c'était pour te facile, chauffer. facile. J'en ai une deuxième qui est un peu plus tricky, comme on Ouais. dit. Tu sais, on dit qu'en musique, si la créativité, elle peut s'incarner de façon un peu différente. Si tu fais du jazz, on dit que la créativité, c'est dans l'improvisation. Si tu fais de la musique classique, la créativité, c'est plutôt dans l'interprétation. Et donc, pour toi, les maths, la créativité dans les maths, c'est quoi? C'est de l'improvisation ou de l'interprétation? Ah ouais, rien que ça. Donc, merci. Merci à nouveau le président directeur général du CNRS, Antoine Petit, pour cette question. Je ne sais pas s'il vous aime bien, lui. Hein. Ah ouais, parce qu'en fait, ça c'est une question philosophique. Hein. L'interprétation plutôt que l'improvisation, si on pense aux objets mathématiques, là on a deux positions philosophiques. Hein. On peut dire que voilà, les objets sont découverts ou plutôt inventés. Hein. L'invention est découverte, vous voyez, c'est un peu, ça se rapproche un petit peu. Donc là on a des mathématiciens platoniciens qui pensent que les objets mathématiques existent quelque part. Et en fait, on ne fait rien d'autre que découvrir ces objets qui existent déjà. Et donc, quand on découvre, en fait, on l'interprète. On interprète la réalité qui existe et donc on l'interprète en langage mathématique. Il y a d'autres qui pensent qu'en fait, on invente. Et quand on invente, c'est comme si on improvisait. Hein, donc, on compose par briques et on construit une sorte d'objet mathématique en l'inventant, en forgeant. Donc, en fait, je pense, voilà, cette analogie, maintenant que j'y pense, c'est effectivement, ça touche un peu à la philosophie des objets, des objets mathématiques. Alors, on a vu des exemples d'interprétation des musiques avec la géométrie, les mathématiques. Donc, c'est-à-dire, voilà, là, on est vraiment dans l'interprétation de quelque chose qu'on a envie de voir, de visualiser, etc. Alors, moi, j'ai peut-être une idée pour faire peut-être partir d'un objet mathématique et l'interpréter avec la musique, et même improviser. Donc improviser les maths à partir de la musique. Alors, est-ce que vous connaissez les nombres pi? Pi, oui. Oui. Ouais, très bien. Donc 3,14. Et c'est tout? Non, 14, 15, 3,14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, déjà, c'est quoi pi? Vous savez, pi, en fait, c'est les rapports entre la circonférence et le diamètre. Peu importe, du cercle, ouais. Peu importe si vous prenez une petite tasse de café, une assiette, ou bien, je ne sais pas, l'anneau des Jeux Olympiques. Vous prenez n'importe quel cercle, vous divisez la longueur de la circonférence par son diamètre, et vous avez pi. Donc, en fait, voilà, ça c'est la constante, c'est un nombre irrationnel, et même plus qu'irrationnel, transcendant, on dit en mathématiques. Donc les nombres irrationnels, c'est comme racine carrée de 2, par exemple. Donc c'est des nombres dont, après la virgule, en fait, la succession des chiffres, en fait, les décimales, ne se répètent jamais avec des périodicités. Il n'y a jamais de périodicité. Donc pareil, 3,14, 15, etc. En fait, il y a des milliers, des millions et des milliards. En fait, il y a une infinité de décimales. Et je pense que même il y a des essais de calculer, d'arriver avec des ordinateurs toujours. En 2019, 31 milliards 415 millions. Après la virgule. Ouais, il est bien renseigné. Rémi, il est bien renseigné. Ouais, donc en fait, on peut imaginer. Ça, c'était en 2019 19. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs, je sais pas, voilà, on aura même doublé, tripliqué, quadrupliqué. Voilà. Et alors, vous, dottore?
Et moi, alors. Vous savez combien après la virgule? Je sais Parce pas. que vous êtes quand même chercheur en mathématiques. Non, mais c'est pas parce qu'on est chercheur en mathématiques, on sait faire des calculs, on peut se oui. tromper parfois, mais et mémoriser, mémoriser, c'est tout un art, mémoriser. Ah oui, Bon, parce que- allez, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, 40, 50, allez, je vous fais 50 Attendez, décimales. attendez. 50 Alors décimales là- d'épis. Non, attendez. Vous me dites, devant le public, il y a des témoins, hein, Bah, je sais pas. que vous connaissez par cœur 50 après la décimale. Ouais, bah, je dis 50, ouais, une cinquantaine, allez, cinquantaine. Ouais, je pense, hein. Ok. On le met au défi. On le met au défi. Alors attendez, vous regardez pas, j'ai les chiffres. Avancez là. Je me mets là comme ça, je regarde. En tout cas, voilà, je vois rien, là, tout est noir, Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, Allez. il y a des nombres là? Ouais? Ça y est, c'est bon, on peut partir. Donc 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0. Les zéros arrivent comme ça. Ils arrivent tard quand même, les zéros. On continue? 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, je vois 7, 5, 1. Je vois des gens qui rigolent. Eh oh, c'est pas possible. Comment il a fait? Vous avez fait? Bah. Bon, d'abord, bravo, hein. Bon, merci. Quelle mémoire. Non. Faut pas que je vous donne ma carte bleue, hein. Non, il y a pas de magie. Hein, il n'y a pas de magie. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire. Et même aller au-delà si on veut, mais bon, on s'arrête là, parce que sinon, on arrive à demain matin. Comment est-ce que je fais, selon vous? Hein? Comment peut-on tricher? Il a un complice dans la salle. Ouais. Alors, en fait, voilà, c'est très simple. Et en fait, la solution vient de la musique. Il y a une chose qu'on n'oubliera jamais, qu'on n'oublie jamais, ce sont les mélodies. Les mélodies, eh bien, elles restent dans la tête. Hein. Une mélodie, même en fait, les neuroscientifiques, les neurosciences cognitives montrent en fait que, voilà, on peut avoir toutes sortes, en fait, des pathologies au niveau du cerveau, plutôt, voilà, même en fait, des défaillances de la mémoire, des maladies d'Alzheimer, etc. Mais en fait, les mélodies, avec les paroles, les chansons, en fait, de façon miraculeuse, restent ancrées. Alors, ça vous dit la puissance de la mélodie. Hein. La mélodie, en fait, ce n'est pas juste des notes, c'est plus que ça. C'est un tout qui se tient ensemble. Okay? Donc, en fait, il suffit de construire une mélodie sur pi, les décimales de pi. Alors, la façon la plus simple, c'est de prendre les touches blanches du piano et donc, en fait, faire un mapping, hein, ça veut dire une correspondance bijective, 1 à 1, hein, c'est-à-dire on prend un nombre et voilà une note. Donc là, vous avez le mapping, hein, à partir donc du Do. Hein, le Do, c'est le 1, le Ré, c'est le 2, le Mi, c'est le 3, vous voyez, 4, 5, etc. On a besoin d'arriver jusqu'au Ré de l'octave supérieure, qui est le numéro 9, et le 0, ça va être quoi? Le 0, c'est le silence. Voilà, parce que quand même, la musique, ce n'est pas juste des notes, hein, mais il y a aussi les silences, c'est très important, le silence. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on a les notes. Hein, mais quand on a les notes, on n'a pas une mélodie. D'ailleurs, hein, moi j'ai bien entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, au tout début, il y avait quelqu'un, je ne sais pas qui, en fait, qui s'est mis à pianoter la mélodie, en fait, des pi, mais juste les notes. Hein, je ne sais pas qui, voilà, je ne sais pas, non, personne n'a vu? Non? Voilà. Ouais, c'est bon, ouais, je m'en doutais. Alors, voilà, donc, pour faire une musique, alors il faut des notes, très bien, il faut des accords. Alors là, on peut s'amuser à utiliser très peu d'accords, hein, juste, voilà, peut-être juste 2 accords, hein, et un rythme. Alors, pour le rythme, là, j'ai un objet que j'adore. En fait, c'est toujours le cercle. Hein. En fait, un rythme, c'est quoi? C'est la répétition périodique, hein, d'un certain nombre de pulsations. Donc, quand j'ai, par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, vous voyez? Ta, pa, pa, pa. Là, j'ai idéalement un cercle divisé en 8 parties et on va mettre 3 points. En fait, on va faire tan,
Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Regardez, ces jolis rythmes, on appelle ça les tresillos. Les tresillos, si on est dans la tradition afro-cubaine, eh bien, donnent par exemple origine au tango. Tan, tan. Essayez de faire comme ça avec moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Vous avez vu? Ça, c'est le tango. Le tango, c'est en fait... Alors, c'est un autre problème célèbre en combinatoire. Hein. Vous avez une table ronde et vous avez un certain nombre de chaises, 8 chaises, et vous avez 3 invités que vous allez disposer dans votre table. Malheureusement, on est toujours en époque des pandémies avec la distanciation maximale. Ah oui, parce qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas qu'il attrape le Covid, et donc, la Covid. Et donc, en fait, on va les mettre... Comment on va les mettre 3 personnes sur une table divisée en 8 parties? Eh bien, on va les mettre exactement comme les tresillos. Les tresillos, c'est la solution du problème des dîners à table pour une table de 8 avec 3 invités. Alors, imaginez-vous, si j'ai une table de 12 et j'ai 7 invités, ah là là, le problème est compliqué. Et pour les résoudre, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les mettre comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les touches blanches du piano, autour du cercle, c'est la solution au problème des dîners à table pour 7 invités dans une table de 12 places. Incroyable, hein? Ça c'est la puissance de la combinatoire, encore une fois. Alors, revenons à notre tresillo. Donc, en fait, voilà, je vous propose une mise en chanson d'épi pour se rappeler un peu de cette mélodie avec très peu d'accords et juste ces rythmes, les tresillos, qui va nous accompagner du début à la fin. Alors, c'est une chanson que j'ai composée sous l'invitation de l'Union mathématique internationale pour l'anniversaire d'Pi. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, Pi fête son anniversaire. Vous savez quand? Le 14 mars. Alors, pourquoi le 14 mars et pas le 14 avril? Mais oui, parce qu'en fait, dans les pays anglo-saxons, on dit 3-14. March 14. OK? Donc, en fait, voilà. 3-14, mars 14, c'est les jours de l'anniversaire d'Pi. Donc, rappelez-vous, hein, quand vous êtes au mois de mars, le 14, vous verrez, il y a plein de gens qui fêtent les Pie Day avec des tartes, des trucs pas possibles. Voilà. Donc, il y a quelques années, on m'avait demandé, mais est-ce que tu ne pourrais pas faire une chanson sur Pi, les jours de l'anniversaire des Pi? Alors, ça, c'est le petit moment un petit peu triste hein, de cette soirée. C'était il y a 3 ans. Hein, c'était il y a 3 ans. Donc, c'était le moment où, malheureusement, une guerre venait d'éclater. Hein, donc, une guerre qu'on appelait une opération spéciale à l'époque, mais maintenant, on a bien compris que c'est une guerre. Et donc, en fait, mon désir, hein, c'était de faire une chanson qui était aussi, en fait, une sorte d'invitation hein, à la paix. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé, vous voyez, alors, les pouvoirs des mathématiques, c'est on peut les chanter dans toutes les langues. Donc, en fait, on peut commencer par les français, les nombres en français, après on va en italien, on va en Angleterre, on va en Allemagne, et vous voyez, donc les drapeaux hein, de l'Ukraine avec les derniers, les drapeaux de la paix, qui malheureusement, voilà, n'est pas encore arrivé, et je pense que voilà, on doit attendre encore un petit moment. Donc, voilà. Je vous propose hein, d'écouter cette mélodie d'Pi hein, avec donc cette version un peu multilingue avec plusieurs langues. Alors, une très belle animation nous montre exactement les touches du piano qui correspondent à la mélodie d'Pi. Donc, on va voir si on arrive à les suivre en jouant. Et c'est parti pour le Song for Pi. Petite intro. Trois, un 4, un 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8,
Voilà, et là c'est le 0. Nul. 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 5, 4, 1. Voilà, là on peut un petit peu improviser. Et voilà, la chanson Fopi. Voilà, on est à la fin. On est à la fin de ce spectacle. Ouais, désolé, mais on est vraiment très triste. Matin Pop, yeah, yeah. Moreno Andreatta. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, merci.